sur la première page du travail du dossier CIPS. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette première page? C'est la page de garde. Donc, la page de garde, c'est elle qui va présenter tout votre travail. Donc, elle est très importante car c'est la première chose que les lecteurs voient. Donc, elle doit donner envie de lire. Alors, première chose qu'on va retrouver, c'est d'abord le logo de l'école. Sur cette ligne, vous devrez noter la date. Par exemple, 2020-2021. En dessous, sur la grande ligne, vous devrez noter le titre de votre travail, qui est en l'occurrence ici un aliment, par exemple le chocolat. Alors, vous pouvez mettre ce titre avec une police plus grande, le souligner et le mettre en gras. Ça, libre choix à vous. Ensuite, vous devez aller chercher sur Internet une photo attrayante de votre travail et notamment de votre aliment. Alors, les petits pointillés ici sur la gauche, c'est là où vous devez noter le nom des différents professeurs faisant partie du travail ainsi que le cours qu'ils présentent. Donc, par exemple, Madame Tailleux, avec majuscule toujours, vous mettez un petit tiret et vous notez EVS, car Madame Tailleux donne le cours d'EVS. Les deux petites lignes sur la droite, c'est pour écrire évidemment votre nom, votre prénom et votre classe, pour bien montrer que ce travail a été fait par vous. Voilà pour la page de garde. Sur la page numéro 2 de notre travail, nous retrouvons les remerciements ainsi que l'introduction. Alors, les remerciements, ils s'écrivent à la fin de votre travail. C'est une des dernières choses que vous devez faire. Et finalement, c'est un juste retour des choses parce que dans les remerciements, vous remerciez les personnes ou les organismes qui vous ont aidé à réaliser votre travail. Alors, quelques lignes suffisent. C'est entre 2 et 3 lignes. Voilà, on n'écrit pas toute une page à 4 de remerciements. C'est vraiment quelques petits mots. Alors, qui est-ce qu'on remercie dans les remerciements? Tout d'abord, vous pouvez remercier un ou plusieurs professeurs. Par exemple, je tiens à remercier Monsieur Micha qui m'a beaucoup aidé pour la réalisation de son travail, de mon travail. Vous pourrez remercier aussi, par exemple, vos parents pour leur soutien, pour leurs encouragements, pour avoir corrigé l'orthographe. Vous pouvez aussi remercier des amis ou l'école qui aurait mis, par exemple, un ordinateur à votre disposition. Donc voilà, c'est vraiment quelques phrases et c'est vraiment quelque chose de personnel. Je vous laisse regarder les quelques exemples afin d'écrire votre propre remerciement. Alors, sur cette page, nous retrouvons aussi l'introduction. L'introduction, elle s'écrit également lorsque votre travail est terminé. Alors, un peu comme la page de garde, l'introduction, elle doit donner envie au lecteur voilà, d'aller plus loin dans votre travail. Alors, elle doit présenter le sujet et elle doit poser une problématique, une question, expliquer un peu pourquoi, tiens, est-ce qu'on s'est penché sur tel ou tel aliment pour ce travail. Voilà, comment est-ce qu'il s'est mis en place. Alors, elle ne doit pas, par contre, dire des réponses, déjà. On ne se lance pas dans le développement du travail à ce moment-là. On ne parle pas d'état d'âme, d'accord? Et enfin, on ne fait pas de conclusion. On est vraiment là pour introduire le sujet. Alors, l'introduction, elle s'écrit en 3 phases. Donc, il y a 3 éléments qu'on doit retrouver dans l'introduction. Tout d'abord, il doit y avoir une accroche. Alors, l'accroche, ça peut être une citation qui vient parler tout doucement de votre travail. Ça peut être un fait d'actualité que vous avez trouvé en faisant vos recherches, par exemple, la pomme de terre est le féculent préféré des Belges. Ah oui, le saviez-vous? Et on part là-dedans. On peut parler de chiffres. Voilà, est-ce que vous saviez que la production mondiale de pommes s'étend à plus d'1 milliard, etc. On peut partir aussi d'une observation. Voilà, suite à mon travail, j'ai vu que les œufs étaient un peu boudés par les adolescents. Pourquoi, etc. Et on commence avec ça. Donc ça, c'est l'accroche. Ensuite,
il doit y avoir la problématique, le sujet. Donc, vous devez expliquer le sujet de votre travail. Donc, je dois avoir le titre de votre travail dans l'introduction. Vous devez peut-être aussi expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on s'est penché sur ce sujet-là, qui a mis ça en place, etc., etc. Et ensuite, vous devez faire l'annonce du plan, c'est-à-dire quels sont les éléments que nous allons retrouver dans ce travail. Donc, dans ce travail, par exemple, je vais parler de la description de mon aliment. Vous allez pouvoir retrouver une recette qui parle de mon aliment. Vous allez voir si mon aliment est bien digéré par mon organisme, etc., etc. Donc, une accroche, on pose le sujet, la problématique, et on annonce le plan, donc les différentes choses qui vont se retrouver dans notre dossier. Voilà comment on fait une belle introduction. Je vous laisse regarder sur le côté pour avoir un exemple. À la troisième page, nous retrouvons la table des matières. C'est aussi un élément du travail qui se fait tout à la fin. Donc vraiment, encore une fois, quand votre travail est terminé, toutes les images sont placées, il n'y a plus rien à faire, on fait la table des matières. Alors, son but est de présenter fidèlement au lecteur le contenu du travail. Donc, en fait, on reprend les gros titres, d'accord, on les note, par exemple ici, l'introduction, c'est un des gros éléments du travail, et on voit qu'on peut le retrouver à la page 2. Donc, il présente tout le travail. Alors, la table des matières, elle doit être claire, précise et aérée, avec des titres et des sous-titres. Elle doit être organisée et logique. Donc, par exemple, si vous notez que l'introduction se trouve page 2, il faut bien s'assurer que quand le lecteur va à la page 2, ça soit bien l'introduction qu'il trouve. C'est pour ça qu'on le fait vraiment à la fin, quand plus rien normalement ne doit bouger dans le travail. Voilà, donc je vous laisse regarder comment est-ce qu'on fait une table des matières sur la photo. Dans les pages suivantes, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans le réel contenu du travail. C'est là où vous devrez noter toutes vos recherches sur l'aliment. Mais pour vous aider, on a déjà structuré un peu toutes les recherches que vous devez faire. Donc, première chose, description de l'aliment. Vous devez noter le numéro de la famille auquel votre aliment appartient, le nom de la famille, les recommandations alimentaires. Donc ça, il faut aller voir dans votre pyramide alimentaire et c'est ce qui est noté sur le côté. Par exemple, la recommandation alimentaire pour l'eau, d'accord, c'est qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. C'est ce qu'on recommande, c'est la recommandation alimentaire. Ensuite, vous devez mettre les nutriments principaux qu'on va retrouver dans cette famille. Donc, est-ce que c'est les glucides, est-ce que c'est les protéines, est-ce que c'est les lipides, etc., etc. Ensuite, vous devez noter le besoin principal du corps. Donc, comme vous savez, le corps, il a 4 besoins. Est-ce que votre aliment remplit le besoin énergétique? Est-ce qu'il remplit votre besoin d'hydratation? Est-ce qu'il remplit votre besoin fonctionnel protection? Ou est-ce qu'il remplit vos besoins plastiques? Ensuite, vous devez me trouver une définition de l'aliment. Et donc, d'un côté, ça veut dire aussi un peu décrire votre aliment à quelqu'un qui ne le connaît pas. Alors ensuite, vous devez noter les valeurs énergétiques pour 100 grammes. Et pour ça, je vous donne le nom d'un lien ici où vous pouvez retrouver cela, ça ne s'invente pas. Ensuite, quels sont les 3 plus gros pays producteurs de mon aliment? Est-ce qu'il est produit en Belgique? Ça aussi, ce sera le fruit de vos recherches. Page suivante, et après vos recherches, vous devez dire si votre aliment a une couleur ou une odeur qui est spécifique. Par exemple, quand on l'achète, est-ce qu'il doit avoir une odeur spécifique ou une couleur spécifique qui indique qu'il est mûr, par exemple? Ou alors justement, quand il devient mauvais, est-ce qu'il y a une odeur qui se dégage et à laquelle il faudrait qu'on fasse attention? C'est à vous à renseigner les autres sur ces différents éléments. Ensuite, il y a beaucoup de lignes pour l'élément suivant car vous devez parler de la fabrication de votre aliment ou de la culture
Parce qu'il y en a certains qui ont par exemple des fruits et des légumes et d'autres qui ont un mode de fabrication à expliquer, par exemple pour le lait. Donc, quelles sont les étapes de fabrication ou de culture de votre aliment? Et vous devez expliquer ces différentes étapes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne suffit pas juste de les noter, il faut vraiment les expliquer. Ensuite, nous arrivons aux différentes variétés. Donc, quelles sont les différentes variétés de votre aliment? Alors, quand votre aliment a de nombreuses variétés, je pense par exemple aux pâtes, on n'est pas obligé de noter toutes les pâtes différentes qu'il existe au monde. Alors, je ne sais pas, on choisit une dizaine de pâtes et on explique leur forme, etc. Pareil pour la pomme, par exemple, où on va expliquer leur nom et on va dire leur spécificité. Donc voilà, ça c'est pour les variétés à rechercher aussi pendant vos recherches à la bibliothèque ou sur Internet. Ensuite, point suivant, ce sont les qualités principales de l'aliment. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quels sont les bienfaits de mon aliment sur l'organisme. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on doit en manger? Qu'est-ce que cela apporte? Pourquoi est-ce que je dois manger du chocolat? Si oui, pourquoi est-ce que je devrais manger plutôt du chocolat au lait plutôt que du chocolat noir? Pourquoi est-ce qu'on doit manger des pommes de terre? Pourquoi est-ce qu'on doit boire du lait? Qu'est-ce que ça apporte finalement à mon organisme? Ensuite, nous retrouvons les signes de fraîcheur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les signes de fraîcheur? Comment voit-on que mon aliment est encore bon à consommer? Et au contraire, quels sont les signes qui montrent que mon aliment n'est plus du tout consommable? Ça, c'est vous aussi qui devez renseigner et c'est une des choses les plus importantes à savoir sur votre aliment. C'est vraiment les signes de fraîcheur. Ensuite, vous devez parler de la conservation. Donc, une fois que j'ai su aller l'acheter au magasin, que je l'ai bien choisi parce que j'ai reconnu ces signes de fraîcheur, où est-ce que je vais le conserver dans la maison? Dans une armoire, au frigo, à la cave, à l'air libre. Pendant combien de temps? Je peux le manger pendant 3 jours, je peux le manger pendant 2 semaines. Une fois qu'il est cuisiné aussi, voilà, je le cuisine. Est-ce que je peux encore le manger une semaine après? Oui, non. Ça, c'est à vous à nous le renseigner. Vous pouvez aussi parler des dates de péremption. Donc, si c'est une DLC ou une DLUO. Ensuite, vous devrez vous renseigner sur le prix au kilo. Alors, ici, c'est une moyenne. D'accord? Donc, en moyenne, quel est le prix au kilo de mon aliment? Donc ça va juste nous aider à dire, ben voilà, c'est un produit effectivement qui est assez cher ou c'est un produit qui est plutôt bon marché. Ensuite, vous devrez parler du conditionnement et de la présentation commerciale. Donc, quels sont les emballages possibles de mon aliment dans le commerce? Est-ce que je vais le retrouver dans du plastique? Est-ce que je vais le retrouver dans une barquette de carton? Quelles sont les matières, donc les emballages? En quelle quantité? Est-ce que ça se vend par pièce de 6? Est-ce que ça se vend en berlingot? Est-ce que ça se vend... Enfin voilà, toutes les présentations commerciales possibles pour votre aliment. Et il faut parler du conditionnement parce que qui dit conditionnement dit déchets qu'il faut bien trier pour la planète. Point suivant, vous devez nous parler de la digestibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement poser la question, mon aliment est-il bien digéré par l'organisme? Oui ou non? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait au sein de l'organisme? Pourquoi est-ce qu'il est mal digéré? Pourquoi est-ce que c'est mieux de le cuisiner, par exemple, avec autre chose pour aider notre corps à bien le digérer? Voilà, ça doit être aussi, ça doit faire partie de vos recherches. Donc, c'est la digestibilité. Ensuite, vous pouvez aussi nous dire les utilisations culinaires. Donc, par exemple, comment préparer mon aliment dans les préparations. Voilà, différentes utilisations culinaires, des exemples de ce qu'on peut faire avec lui en cuisine. Ensuite, vous devrez analyser l'étiquette d'un aliment. Donc déjà, il faudra trouver l'étiquette de l'aliment. Ensuite, on va la coller voilà, sur une feuille ou dans votre travail en fonction des consignes et vous devrez analyser les différents éléments que nous allons retrouver sur l'étiquette afin, encore une fois, d'aider le consommateur et le lecteur à s'y retrouver.
Ensuite, nous retrouvons les signes de fraîcheur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les signes de fraîcheur? Comment voit-on que mon aliment est encore bon à consommer? Et au contraire, quels sont les signes qui montrent que mon aliment n'est plus du tout consommable? Ça, c'est vous aussi qui devez renseigner et c'est une des choses les plus importantes à savoir sur votre aliment. C'est vraiment les signes de fraîcheur. Ensuite, vous devez parler de la conservation. Donc, une fois que j'ai su aller l'acheter au magasin, que je l'ai bien choisi parce que j'ai reconnu ces signes de fraîcheur, où est-ce que je vais le conserver dans la maison? Dans une armoire, au frigo, à la cave, à l'air libre. Pendant combien de temps? Je peux le manger pendant 3 jours, je peux le manger pendant 2 semaines. Une fois qu'il est cuisiné aussi, voilà, je cuisine. Est-ce que je peux encore le manger une semaine après? Oui, non. Ça, c'est à vous, à nous le renseigner. Vous pouvez aussi parler des dates de péremption. Donc, si c'est une DLC ou une DLUO. Ensuite, vous devrez vous renseigner sur le prix au kilo. Alors, ici, c'est une moyenne. D'accord? Donc, en moyenne, quel est le prix au kilo de mon aliment? Donc ça va juste nous aider à dire, ben voilà, c'est un produit effectivement qui est assez cher ou c'est un produit qui est plutôt bon marché. Ensuite, vous devrez parler du conditionnement et de la présentation commerciale. Donc, quels sont les emballages possibles de mon aliment dans le commerce? Est-ce que je vais le retrouver dans du plastique? Est-ce que je vais le retrouver dans une barquette de carton? Quelles sont les matières, donc les emballages? En quelle quantité? Est-ce que ça se vend par pièce de 6? Est-ce que ça se vend en berlingot? Est-ce que ça se vend... Enfin voilà, toutes les présentations commerciales possibles pour votre aliment. Et il faut parler du conditionnement parce que qui dit conditionnement dit déchets qu'il faut bien trier pour la planète. Alors, sur cette page, on vous demande de faire une synthèse de cet aliment parce que vous avez vu que vous avez dû remplir énormément d'informations, mais il faut bien faire une synthèse parce qu'évidemment, qui dit travail dit qu'il faudra étudier tout ça. Donc, on vous demande de coller une petite image, photo, illustration. Ici, vous pouvez noter la description générale, la définition et les différentes variétés. Ensuite, ici à côté, on va plutôt parler de tout ce qui est nutrition, donc la valeur nutritive, les nutriments principaux et le besoin principal qu'il remplit au sein de l'organisme. Ensuite, on pourrait parler des bienfaits de l'aliment pour la santé et est-ce qu'il se digère bien. De l'autre côté, le prix au kilo, la présentation commerciale et les déchets qu'il laisse. Ensuite, ici, les signes de fraîcheur, la conservation. Et on pourrait noter, par exemple, les utilisations culinaires. Et en plus de ça, il faudra coller, donc ici en grand, l'analyse de votre étiquette. Une fois que vous aurez réalisé toutes les recherches sur votre aliment et que vous le connaîtrez de A à Z, nous entrons dans une autre phase du travail. Alors, vous allez devoir rechercher une recette qui met en avant votre aliment. Donc, c'est une recherche que vous pouvez aller rechercher sur Internet ou dans des livres de recettes à la maison. Donc, vous devrez noter ici les ingrédients pour une personne, le matériel dont on a besoin pour la réalisation de la recette, la technique, donc c'est toutes les étapes à suivre en détail pour la réalisation de la recette, ainsi que les justifications. Il faut pouvoir se justifier. Donc, vous devez refaire une recette de cuisine comme au cours d'AHV. Ça doit être exactement la même chose. Donc, vous pouvez aller voir dans votre cours, voir comment est-ce qu'elles sont arrangées. Alors, attention, il ne faut pas dire « Ah voilà, moi, c'est la recette que j'ai trouvée sur Internet, donc elle est bonne ». Pas toujours. Donc, il faut, par exemple, essayer de la refaire à la maison, voir s'il ne manque pas un ingrédient, voir s'il ne manque pas le matériel, voir s'il ne manque pas ici des étapes importantes, parce que des fois, sur les recettes sur Internet, ils vont un petit peu vite dans les étapes, alors qu'ici, on veut vraiment des éléments et une marche à suivre, d'accord, qui est précise. Donc, être bien précis dans les différents éléments ici et surtout, bien se justifier. Si on dit voilà qu'on utilise un fouet, pourquoi est-ce qu'on utilise un fouet? Pourquoi est-ce qu'on clarifie les œufs? Ben, il y a aussi une raison. Donc,
on se justifie. Exactement comme au cours de cuisine. Alors, le jour où nous devrons réaliser votre recette avec le stop motion, ben voilà, on doit avoir une liste d'ingrédients qui est complète. Donc, vous devez réaliser votre propre liste d'ingrédients nécessaires. Donc, vous devez absolument ne rien oublier. Ce qui n'est pas noté dans la liste des ingrédients, vous ne l'aurez pas le jour de l'examen. Donc, ici, vous avez les ingrédients, les fruits et légumes, vous notez ce qu'il y a à acheter. Dans les produits secs, vous notez ce qu'il y a à acheter, etc., etc. Donc ici, vraiment être bien précis dans les proportions. Par exemple, si vous avez besoin de carottes, est-ce qu'il vous faut 1 kg de carottes? Est-ce qu'il vous faut 2 carottes? Si vous avez besoin de pâtes, est-ce qu'il vous faut des pâtes blanches? Est-ce qu'il vous faut des pâtes complètes? Donc attention, on est très précis. Alors, étape suivante, vous devrez calculer le prix de revient de la recette. C'est important de savoir de combien. C'est important, pardon, de savoir. Oh. Étape suivante, le calcul du prix de revient de la recette. Donc, vous notez ici le nom entier de votre recette. Vous notez les quantités à utiliser. Vous notez les ingrédients. Vous allez chercher le prix au kilo. D'accord? Donc ça, on fera une petite recherche en magasin où on vous donnera des éléments. Vous allez tout simplement sur le site Colruyt pour connaître le prix au kilo. Et vous notez du coup le prix de la quantité utilisée. Et vous faites le total pour une personne. Voilà, donc c'est très important de savoir finalement combien la recette va-t-elle me coûter à terme. Ensuite, ici, vous faites le tri des déchets. Donc, vous notez les déchets de vos préparations et vous inscrivez une petite croix si c'est un déchet résiduel, si c'est un déchet PMC, etc., comme vous l'avez déjà fait en cuisine. Alors, la conclusion. La conclusion, son rôle est vraiment de faire la synthèse de votre travail. Donc, c'est le point final de votre travail. Elle doit être un petit peu en résonance avec l'introduction. On a posé des questions dans l'introduction, on a demandé de faire un plan. Et bien ici, tout simplement, on y répond. Alors, on va dire qu'il y a deux éléments importants dans la conclusion. Alors, d'abord, je vous donne des petits exemples pour commencer votre introduction. On peut tout d'abord dire, en conclusion de ce travail, patati patata. Pour conclure, patati patata. Au terme de ce travail, patati patata. Nous avons vu à travers ce travail sur la courgette que patati patata. En guise de conclusion, patati patata. J'en conclurai en rappelant que patati patata. Donc, il y a plein de choses par lesquelles vous pouvez commencer votre introduction. Donc, vous pouvez rappeler en quelques phrases le sujet, vous pouvez rappeler en quelques phrases voilà, l'objectif de ce travail. Et dans un deuxième temps, vous pouvez dire ce que vous avez appris. Qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de votre travail sur la courgette? Qu'est-ce qu'on doit, retenir sur l'œuf? D'accord? C'est vraiment choisir des petits éléments, vous pouvez aller voir dans votre synthèse par exemple, qui vous semblent importants vraiment à retenir en conclusion de ce travail. Voilà, donc je vais vous mettre une petite photo pour avoir une idée dont vous pouvez vous en inspirer. Pour la bibliographie et la webographie, je vous demande d'aller voir dans les fiches outils, puisque il y a des fiches outils qui sont présentes pour vous aider afin de noter les références d'un livre, d'un journal et évidemment d'un site internet. Donc, il suffit juste d'aller voir dans vos fiches outils. Enfin, le lexique, voilà,
c'est une énumération de mots dont le sens est expliqué. Donc, n'hésitez pas à noter tous les mots qui vous semblent un petit peu difficiles, que vous avez peur de mal expliquer dans votre lexique. Tout ce qui fait partie de votre dossier, vous pouvez aller le revoir pendant l'examen. Donc ça, c'est très utile. Et enfin, en plus de ça, vous pouvez rajouter des feuilles annexes, donc des documents que vous avez envie d'utiliser et qui sont indispensables à la compréhension du travail. Voilà, donc vous pouvez mettre des documents en annexe. Et voilà, votre travail est normalement terminé, du moins au brouillon. Il faudra maintenant le refaire à l'ordinateur dans Word.